Pour moi, je dis que c'est vraiment un crime, là. Alors que le 16 avril, on aurait pu dire, avant la bataille, on ne peut pas dire. Donc le 16 avril, l'attaque, bien que la plupart des généraux étaient contre, la plupart des politiques étaient contre, on l'a fait quand même. On dit, on va faire une attaque, on va attaquer sur le chemin des dames. On va essayer de rompre le front allemand sur le chemin des dames. Nivelle dit, en 3 jours, on perce l'armée allemande, et en 3 jours, c'est fini. Donc le 16 avril, on réunit 1 200 000 hommes. Ça s'est jamais vu. Plus de 5 500 canons, 25 millions d'obus de 75, 9 millions d'obus de gros calibre. Donc tout le monde pense que, après la conférence de Compiègne, au mois de 6 avril 1917, tout le monde est d'accord, les politiques militaires sont d'accord, on attaque. Et donc le principe de l'attaque, c'était de prendre les Allemands par surprise. On s'est dit que les Anglais vont attaquer pour tromper les Allemands, en fin de compte. Les sapeurs néo-zélandais ont creusé sans relâche dans les anciennes carrières d'Arras un abri permettant les préparatifs de l'offensive du lundi de Pâques 1917. Les Britanniques envisagent de lancer d'ici, 6 mois plus tard et par surprise, une gigantesque offensive de diversion destinée à faciliter la rupture des lignes ennemies entre Soissons et Reims. Quelques 24 000 soldats campent donc là à 20 mètres de profondeur. Les sorties furent dégagées à l'explosif et de l'antre de la terre sortirent les soldats qui allaient effectuer une percée et soulager le front allié. Le 9 avril 1917, à 5h30 du matin, les soldats s'élancent à l'assaut de la colline de Vimy. Au cours de la Première Guerre mondiale, le Canada, un pays d'à peine 8 millions d'habitants, a envoyé plus de 600 000 militaires au front. La bataille de la crête de Vimy éclate à 5h30 le 9 avril 1917. Pour cette bataille, c'était la première fois que les 4 divisions du corps canadien unissaient leurs forces. Appuyée par un tir d'artillerie inégalé pendant la guerre, la première vague de 20 000 soldats canadiens avance en direction du tir meurtrier des mitrailleuses, la neige et la grêle leur fouettant le visage. Malgré les lourdes pertes qu'ont subies les bataillons des premières vagues, l'assaut canadien s'est poursuivi sans relâche. La côte 145, nom donné au point le plus élevé de la crête, a été prise le 10 avril au matin. 2 jours plus tard, les Canadiens s'emparent du Bourgeon, autre point élevé de la ligne de front. Les Allemands battent en retraite. La bataille de la crête de Vimy est gagnée. Le prix de cette victoire a cependant été élevé. Il y eut environ 11 000 victimes parmi les Canadiens, dont près de 3 600 morts. Les combats font rage. Le conflit s'enlise. 100 000 hommes tomberont sur des plaines d'Artois. Maigre consolation, la bataille d'Arras passera à la postérité pour constituer la seule victoire alliée de 1917. Et nous, on va attaquer le fort, ça va être ici. On joue sur la rapidité, la puissance, la rapidité, la discrétion. C'est-à-dire que normalement, c'est top secret. Ben, c'est tout le contraire qui se passe. C'est-à-dire que les Allemands savent très très tôt, 2 mois avant la bataille, déjà au mois de février, les Allemands savent qu'on va attaquer ici. Ils savent. Donc ils se replient sur le front de l'Oise et de la Somme. Ils se replient d'une 60aine de kilomètres et ils fixent leur front 60 km en arrière. Et donc ils ramènent 15 divisions derrière le chemin des dames, en sachant qu'on va attaquer ici. Le 16 avril au matin, ici, il y a le 208e qui part. Il y a 3000 hommes qui partent là, qui attaquent pour prendre les Merbailles, qui est une fortification allemande. Voyez, les gars, ils font 80 mètres dans la journée. Normalement, ils devraient arriver à Sainte-Croix, c'est-à-dire de faire 10-12 km dans la journée. Ils font 80 mètres, le régiment est complètement détruit. Il reste quoi, 40-50 bonhommes. En 2 jours, le régiment perd 1600 bonhommes. C'est-à-dire que là, il y a des morceaux de morts, il y a des quantités de morts incroyables. Et ce qu'il faut bien comprendre, pourquoi la bataille est encore plus difficile pour les soldats, c'est qu'eux ne savaient pas où ils allaient. Le temps était couvert, il y avait du brouillard, de la neige, ils ne voyaient rien les soldats. Ils montaient au front en se tenant par les épaules ou en se tenant par les lanières. Et lorsqu'il y en a un qui tombait, c'est pas très large, la tranchée n'est pas large, et bien souvent ils n'arrivaient pas à rattraper les copains. Et ils se perdaient. C'était comme un essaim d'abeilles. Il y avait tellement de tirs de mitrailleuses que pendant les 3-4 premiers jours, on était comme dans un essaim d'abeilles. Ça tirait de partout. À chaque moment, on était en danger tout le temps. On n'a pas eu un moment de détente pour récupérer. Celui qui était pris dans les barbelés ne pouvait pas se défaire. C'était impossible. Le lendemain, 2 jours après, ils étaient déjà tout noirs. Et on avait l'impression qu'ils étaient encore vivants parce que ils bougeaient dans les barbelés, les balles arrivaient sur eux et ça les faisait bouger, quoi. Mais il dit le pire, c'est de les entendre appeler au secours. Ils appelaient leur mère, ils pleuraient, ils disaient ne nous laissez pas là, ne nous abandonnez pas, tellement ils étaient en détresse. La plupart qui étaient blessés ici n'ont pas été relevés. C'est-à-dire ils sont morts d'épuisement. Et ils les entendaient se plaindre, des fois ils mettaient 2, 3 jours, 4 jours à mourir.
hein, parce qu'on ne pouvait pas les ramener en arrière. Dès 3-4 jours de combat, quand on est submergé par les blessés, on s'aperçoit qu'on a fait une erreur considérable. C'est-à-dire qu'on est obligé de faire une priorité, et on donne la priorité au front qui monte. Ça veut dire que de toute façon, on abandonne les hommes qui sont blessés. C'est-à-dire qu'on ne pouvait plus descendre les soldats blessés, on ne pouvait plus monter la nourriture, on ne pouvait plus monter les armements, parce qu'il y avait 7-8 km de front qui étaient complètement défoncés. On n'arrivait plus à alimenter le front. Et là, c'est terrible, hein, ce qui s'est passé. Et certainement que les pertes auraient été 3 fois moins fortes si on avait eu un système de santé et de soins approprié. Du 21 au 25 avril, ça va être pratiquement des combats de rue. Pendant 4 jours, ils se battent pour faire sortir les Allemands des caves. Donc ça fait déjà 9 jours de combat. Et on leur avait dit, en 3 jours, vous aurez rompu la ligne allemande et on aura le chemin ouvert pour aller sur Laon. Sans oublier qu'ils ne sont pas ravitaillés. Ils sont partis avec 5 jours de provisions. Un ancien combattant qui m'a dit, tu sais, ces 9 jours-là dans les caves, on était obligé de boire notre urine. Et après, ils vont mettre 4 jours pour traverser le plateau. Il fait que 200 mètres le plateau. C'est-à-dire qu'il y a 100 bonhommes à la minute qui tombaient pour prendre la dernière pente. Et pour moi, le 4 mai, c'est le véritable crime. Le 4 mai, on les fait repartir. Mais c'est fini, car les troufions vont tous se mettre en grève. Il n'y a pratiquement pas eu de mutinerie dans l'armée allemande, ni dans l'armée britannique. Il y en a eu dans l'armée française. Il y a eu des mutineries importantes au moment de l'offensive du chemin des Dames en 1917. Les raisons sont relativement simples. Avant l'offensive du chemin des Dames en 1917, celui qui a commandé cette offensive, le général Nivelle, avait fait croire, et il le croyait lui-même bien sûr, qu'il avait le procédé pour enfoncer le front allemand. Cette offensive du chemin des Dames allait être l'offensive de la victoire. Et dès le premier jour, ça a été l'échec. Chez les soldats, ça a été une profonde désillusion. Non seulement il y avait eu énormément de morts, mais on n'avait absolument pas progressé. Alors, chez les soldats, ils en ont assez de cette façon de se battre. Ils ne sont pas, pour la plupart, contre le fait de défendre le pays, mais pas de cette façon-là. Commence une période qui est terrible dans l'armée française qu'on a appelée les mutineries. C'est le début des révoltes. Les soldats, ils se disent c'est fini, non. Ils ont tellement risqué leur vie souvent de fois qu'ils ne sont plus à un coup près, quoi. Ils disent ben, même si on nous fusille, on s'en fout, on se révolte, on bloque. On ne veut plus attaquer. Et suite à ces mutineries-là, le général Nivelle est limogé. Il est remplacé par Pétain. Et Pétain, donc, va être obligé de traiter cette mauvaise humeur, je dirais, entre guillemets, cette grève des tranchées. C'est-à-dire que les gars restent dans les tranchées, ils ne veulent plus sortir pour se faire tuer pour rien, mais ils restent en position. Et là, il y a une répression qui est assez forte, surtout psychologique en fin de compte, hein, et sur des mutineries. Et il y a presque 3000 soldats qui passent en tribunal. Il y en a presque 500 qui sont condamnés et il y en a 27 d'exécutés. Les autres vont dans les camps de travail, des travaux forcés, soit au Maroc, soit ailleurs d'ailleurs, hein, soit dans le sud de la France. Et la plupart meurent, quoi. Et à peu près, quand ils vont dans les camps de travaux forcés, on est sûr qu'ils ne reviennent pas. Et c'est pour ça aussi qu'il y a eu un blackout là-dessus. On a caché un peu tout ce qui s'est passé sur le chemin des Dames parce que c'était un échec de l'état-major et non pas des soldats. Les soldats ont pris les premières lignes. Donc ils ont réussi, les soldats. Le peuple a fait son devoir, je dirais simplement. Mais c'est aussi, quelque part, une reprise d'une part de leur humanité. Ils retrouvent leur statut de citoyen. Et en retrouvant leur statut de citoyen, il y en a 27 qui laissent leur peau parce qu'ils sont fusillés. Ils retrouvent leur dignité en se révoltant. Enfin, comme c'est ça. On retrouve une page d'humanité ici. Donc les Américains, vous savez qu'ils n'arrivent en Europe qu'en 1917. Alors pourquoi ils arrivent d'abord dans la guerre? Puisque l'Amérique, en 1914, a décidé de rester en dehors de la guerre 14-18. Elle est isolationniste, ça veut dire que ça ne la concerne pas, mais elle vend aux Allemands et elle vend aux Alliés. Puis très vite, elle va vendre de plus en plus aux Alliés. Par la propagande, entre autres, les Alliés vont essayer de faire choisir leur camp, les Allemands vont faire la même chose, mais ce sont surtout les banquiers qui vont faire basculer. Ils ont vendu beaucoup aux Alliés, si les Alliés perdent, qui va payer? Donc les banquiers vont choisir un camp peu à peu, et vont aussi peu à peu préparer l'opinion à choisir le bon camp, mais le leur, celui de l'argent quelque part.
Ensuite, ils vont être irrités par les Allemands qui, pour compenser le blocus, utilisent l'arme sous-marine. Et les sous-marins vont commencer à torpiller des navires neutres. Le Lusitania est un paquebot anglais qui est torpillé en 1915 par un sous-marin allemand et il y a 1500 morts, dont des Américains, des Américaines et des enfants. La guerre sous-marine va, on peut le dire aujourd'hui, va provoquer l'entrée des États-Unis dans la guerre, mais pas en tant qu'allié, en tant simplement qu'associé. C'est-à-dire que l'Amérique garde sa latitude, elle peut s'en aller du conflit quand elle veut. Elle n'a pas signé un contrat comme tous les autres pays alliés qui ne voulaient cesser la guerre qu'avec la victoire. C'est cette petite armée de 100 000 hommes qui va venir en France, alors qu'ils n'étaient pas prêts à ça. Ils refusaient d'être un réservoir d'hommes pour les Alliés. Il y a 100 000 hommes à l'époque, c'est une armée de métier. Il y a 2 millions de soldats américains en France en 1918. Et il y en a 4 millions prêts à débarquer. Parce que la guerre, pour tout le monde, ne devait se terminer que fin 19. Les Alliés traversent en 1917 les mois les plus difficiles de la guerre. La double révolution qui secoue la Russie en février et en octobre et l'écroulement du front Est constituent un coup rude. En février, c'est la révolution. À Pétrograd, la population se soulève et rallie à elle les soldats de la ville, contraignant Nicolas II à abdiquer. Un gouvernement provisoire dirigé par Kerensky se met en place. Il décide alors de continuer la guerre au nom des engagements pris auprès des puissances de l'entente. Les conditions de vie s'aggravant, la population et les soldats au front ne suivent pas cette décision. Les soldats n'obéissent plus à leurs officiers, fraternisent avec l'ennemi et désertent en masse. C'est la seule armée européenne qui ait connu un tel mouvement spontané de retrait de la guerre. À Pétrograd, le parti bolchevique conduit par Lénine et Trotsky réclame la paix immédiate, le pouvoir aux soviets et la terre aux paysans. Le 25 octobre, il renverse le gouvernement provisoire par un coup d'État sans qu'il y ait de résistance.